Bonjour à tous, donc bienvenue à ce nouveau webinaire dédié au référentiel d'identification électronique, avec aujourd'hui un focus sur les acteurs de santé personnes morales. Ce webinaire fait partie d'une série de 3 webinaires. On a fait celui autour des acteurs de santé personnes physiques il y a une dizaine de jours et on aura lundi celui sur les usagers. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces 3 webinaires en replay sur le site de l'agence, tout comme les supports de présentation. On va être très nombreux aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va faire un maximum pour répondre à tout, mais dans tous les cas, on récupère vos questions et elles serviront à alimenter la FAQ. Aujourd'hui, pour ce webinaire, donc 2 intervenants, Vincent et Stéphane, et je vous passe la main à tous les deux et bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Je vais peut-être déjà commencer par me présenter. Donc Vincent Croisil, je fais partie de l'équipe sécurité de l'Agence du numérique en santé. Et donc j'interviens principalement sur tout ce qui concerne la PGSSIS, donc la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, dont fait partie le référentiel dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Bonjour, je suis Stéphane Vergne, je suis consultant de la société Silweb et donc j'assiste Vincent à l'écriture des référentiels de la PGSSIS. Donc aujourd'hui, on a voilà le sommaire. Donc on va d'abord introduire un petit peu le contexte d'élaboration du référentiel et les évolutions que ça représente pour la PGSSIS. Donc là, voilà, pour les personnes qui étaient présentes sur le premier webinaire, ça va être un petit peu, ça va être la même chose. Donc si vous voulez prendre un petit temps pour prendre un café, le temps qu'on arrive dans le cœur du sujet, voilà, c'est une possibilité. Mais c'est important quand même qu'on revienne sur cette partie-là, et puis après on rentrera vraiment dans le cœur du sujet avec, on réexpliquera un petit peu les concepts sur l'identification électronique, et puis on regardera quels sont les moyens d'identification électronique qui sont disponibles pour les acteurs de santé personnes morales. Donc quand on dit personnes morales, on parle bien des structures plutôt que des professionnels de santé en tant que personnes physiques. Voilà, donc tout d'abord, un petit mot sur le contexte d'élaboration de ce référentiel. Alors d'abord, on est parti d'un certain nombre de constats sur l'existant. D'abord, un premier constat qui est qu'aujourd'hui, les accès sont trop peu sécurisés sur de nombreux services numériques en santé. Là, quelques exemples que l'on a listés, mais qui ne sont pas, c'est pas exhaustif, hein, mais par exemple, sur les accès distants, on note qu'il y a de plus en plus d'accès distants, notamment avec la généralisation du télétravail depuis la crise sanitaire. Et malheureusement, il y a encore beaucoup d'accès à distance qui se font en login mot de passe et qui donc peuvent potentiellement représenter un point d'accès pour un attaquant, en tout cas qui va pouvoir être ciblé. Il y a également tout ce qui est pour les sites d'accès de rendez-vous en ligne, pardon. Il y a encore beaucoup de login, mots de passe. Et puis, un autre exemple sur les résultats de biologie, par exemple, on a remarqué qu'il y a souvent des mails qui sont envoyés. Il suffit d'avoir de saisir sa date de naissance pour accéder aux résultats. Donc voilà, donc aujourd'hui, globalement, c'est assez peu sécurisé. Un autre point, un autre constat, c'est que les méthodes d'authentification qui sont utilisées sont assez hétérogènes. C'est-à-dire que d'un service à un autre, mais pour le même type de données manipulées, on peut avoir différentes méthodes d'authentification, ce qui est difficile à expliquer puisqu'on traite des mêmes données. Et puis on remarque aussi qu'il y a une multiplicité de mots de passe aujourd'hui à retenir, ce qui peut être compliqué pour les utilisateurs. Et enfin, un dernier constat, c'est que de nombreux professionnels de santé aujourd'hui sont exclus de l'accès à certains services numériques, tels que le DMP, pour citer un exemple, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'identification électronique qui conviennent pour accéder à ces services numériques. Et donc, voilà, donc, partant de ces différents constats, il a été fait le choix de refondre les référentiels d'identification et d'authentification de la PGSSIS. Donc
pour différents objectifs. Donc, un premier objectif qui est de permettre aux citoyens d'avoir un niveau de sécurité minimal pour l'accès à leurs données de santé, quel que soit le service numérique auquel ils peuvent se connecter. Et puis aussi, et puis bien sûr, faire monter globalement l'écosystème en maturité. Un autre objectif, c'est de faciliter pour les usagers l'accès aux services numériques en santé, puisqu'aujourd'hui, comme j'expliquais, c'est assez hétérogène, il y a beaucoup de méthodes différentes, et donc l'idée, c'est de simplifier un petit peu les choses et de faciliter la navigation entre ces services. Donc, dans le cadre donc pour les professionnels de santé en tant que personnes physiques, c'est notamment ProSanté Connect qui va permettre de faciliter ça. Ensuite, il y a un autre objectif, c'est de décharger les fournisseurs de services de l'identification électronique. Voilà, aujourd'hui, c'est souvent ces fournisseurs de services qui doivent assurer l'identification électronique, et c'est pas leur métier. C'est mieux, on pense que c'est mieux de réduire le nombre de fournisseurs d'identité qui vont assurer ce rôle cette étape d'identification électronique pour permettre aux fournisseurs de services de se concentrer sur leur cœur de métier, qui est bien sûr la fourniture de services numériques en santé. Et puis enfin, donc, un autre objectif, c'est de promouvoir les répertoires de référence dans l'identification des acteurs. Donc, en l'occurrence, pour les usagers, ça va être l'INS. Pour les professionnels de santé, en tant que personne physique, ça va être le RPPS. Et pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, donc les structures de santé, ça va être le FINES principalement. Mais on va voir que c'est pas le seul répertoire qui existe. Mais voilà, ces répertoires-là, ils ont l'avantage d'être sectoriels, c'est-à-dire qu'ils permettent de lier les personnes qui sont concernées ou personnes morales à l'activité qu'ils exercent dans le secteur santé. Et donc, ces répertoires, ils représentent en l'occurrence un pilier de l'interopérabilité. Voilà, et puis on a, donc, pour donner une idée de l'environnement réglementaire qui encadre un petit peu ces référentiels, donc il y a d'abord la réglementation européenne IDAS qui définit 3 niveaux de garantie pour l'identification électronique. Un niveau faible qui vise à réduire le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Un niveau intermédiaire qui est le niveau dit substantiel, qui vise à réduire substantiellement le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Et enfin, un niveau élevé qui vise à empêcher l'utilisation abusive ou l'altération de l'identité. Voilà, donc en réalité, donc ce niveau élevé aujourd'hui, il est difficilement atteignable. Il y a assez peu d'offres qui permettent d'atteindre ce niveau. Mais à terme, ce qu'on vise, c'est plutôt le niveau substantiel pour le secteur de la santé. Et puis, donc, il y a bien sûr le Code de la santé publique qui fait référence au référentiel dont on parle aujourd'hui, donc par les articles 1470-1 à 1470-5, qui sont issus d'une ordonnance sur l'identification électronique qui date du 12 mai 2021. Et donc, on a un arrêté qui est sorti récemment qui rend opposable le référentiel d'identification électronique dont on va parler aujourd'hui. Alors, quelle évolution ça représente pour la PGSSIS? Donc, aujourd'hui, on a des référentiels, jusqu'à aujourd'hui, on avait un référentiel d'identification et un référentiel d'authentification. Donc là, on a clarifié un petit peu les notions et les concepts pour s'aligner en fait sur la réglementation européenne IDAS, que j'ai évoquée juste avant. Notamment, on a fusionné l'identification et l'authentification au sein d'un seul référentiel. Et puis, on parle d'identification électronique, pour reprendre la terminologie IDAS, parce que cette terminologie, elle encadre toute la chaîne de confiance en fait, que l'on va avoir dans une identification électronique, c'est-à-dire le moment où on enrôle les structures, pour aujourd'hui en l'occurrence, c'est-à-dire on va les enregistrer, vérifier l'identité
Ensuite, on va leur affecter un identifiant. On va se synchroniser avec les répertoires de référence, délivrer des moyens d'identification électronique. Donc, on parle de MIE, pour moyens d'identification électronique. Et puis, ces moyens d'identification électronique, ils peuvent être renouvelés, bien sûr, et révoqués, par exemple, si on les perd ou si on se les fait voler. Donc, tout ça, toutes ces étapes, tout ce processus, en fait, on y fait référence sous la terminologie identification électronique. Donc, ce n'est pas seulement le dispositif d'authentification en lui-même. Ensuite, on a restructuré les 3 volets qui sont relatifs à l'identification électronique. On a restructuré en 3 volets l'identification électronique qui correspondent à autant de populations. Donc, on a un volet qui est dédié aux usagers, c'est-à-dire les citoyens, les patients, les aidants. Voilà. Ensuite, on a un volet qui s'adresse aux acteurs de santé, personnes physiques. Donc là, on parle des médecins, des secrétaires médicales et de façon générale, tous les professionnels qui interviennent en santé ou dans le médico-social. Donc ça, c'est le volet qu'on a présenté la semaine dernière, que vous pouvez retrouver en replay sur le site de l'ANS. On vous rappellera le lien en fin de présentation. Et puis, on a donc le volet que l'on vous présente aujourd'hui qui concerne les acteurs de santé personnes morales. Donc là, on parle bien des structures, des établissements de santé, des EHPAD, des GHT, CPTS, etc. Donc vraiment les structures en tant que telles. Et puis, donc, ces référentiels aussi, ils ont pour caractéristique donc, une démarche d'amélioration progressive du niveau de sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'on a des mesures minimales de sécurité qui sont applicables au 1er juin 2022. Et puis, dans certains cas, on a des moyens d'identification électronique de niveau transitoire qui sont autorisés. Donc, c'est le cas pour les personnes physiques, notamment. Et puis, enfin, en cible, on a un niveau de sécurité IDAS substantiel qui est attendu donc, pour le 1er janvier 2026. Donc, si on regarde les référentiels de la PGSSIS tels qu'ils sont aujourd'hui, donc vous voyez qu'il y a côté gauche les référentiels et côté droit les guides de bonnes pratiques que l'on propose ici, que l'on propose aussi, donc, qui donnent des recommandations à appliquer pour assurer la sécurité des systèmes d'information donc, pour le secteur santé, médico-social. Donc les référentiels, les référentiels que nous avions avant le référentiel dont on parle aujourd'hui, donc c'est les référentiels d'identification des acteurs sanitaires et médico-sociaux et d'authentification des acteurs de santé. Et il y avait également un référentiel qui donnait les autorités de certification éligibles pour l'authentification publique dans le secteur santé. Donc ces 3 documents sont remplacés donc, par les 3 volets du référentiel d'identification électronique que je viens de décrire, donc personne physique, personne morale, usager. Et puis on a également un guide d'homologation des moyens d'identification électronique qui n'est pas encore publié aujourd'hui, qui devrait être publié dans les prochaines semaines et qui décrit un processus d'homologation des moyens d'identification électronique que l'on a évoqué lors du précédent webinaire qui concerne les personnes physiques. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas en parler spécifiquement puisqu'on parle des personnes morales et que, voilà, que ce guide n'est pas utile pour les personnes morales. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà? On fait une petite pause pour répondre aux questions s'il y en a déjà. Je vois que Stéphane a déjà répondu à quelques questions. Oui, bon, il y a une question sur le fait, est-ce que les diapositives seront disponibles? Oui, elles sont publiées sur le site à côté du replay du webinaire. Donc, il y a, pour la SPP, ça a pris quelques jours, mais maintenant, normalement, vous devez pouvoir télécharger les planches de la présentation du webinaire ASPP sur le site de l'ANS. Et donc, celles-ci aussi seront rendues disponibles dans les jours qui viennent.
Concernant le périmètre, je crois que c'est décrit après, hein, le périmètre d'application du référentiel. Hein. C'est un petit peu plus loin dans la présentation. Ouais, tout à fait. On va y venir juste après. Et la première question là, sur à qui adresser les questions sur le référentiel, je pense sur le site de l'ANS, qu'est-ce qu'il faut? Je n'étais pas certain. Alors, oui, effectivement, il y a un formulaire de contact. Après, nous invitons en priorité à regarder. Donc, il y a une FAQ qui est d'ores et déjà publiée, qui contient déjà une quarantaine de questions, je crois. On va la compléter au fur et à mesure notamment avec les questions qu'on va avoir aujourd'hui et qu'on a eues lors du précédent webinaire. Et pour le prochain, on va essayer de les ajouter progressivement. Donc, le mieux, c'est quand même d'aller voir un petit peu dans la FAQ si vous trouvez les réponses à vos questions, parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont traitées. Et ça nous simplifie un petit peu la tâche, parce que ça évite qu'on ait beaucoup de questions au support et pas forcément le temps pour répondre à tout. Donc, regardez bien avant si les questions sont dans la FAQ. Je regarde s'il y a d'autres. Oui, alors sur le périmètre, là, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Là, quand on évoquera justement le périmètre de référentiel, on pourra du coup à ce moment-là répondre aux questions qui sont posées là. Il faudra les reposer éventuellement, mais ça sera mieux de les traiter au moment où on sera sur la planche relative au périmètre. D'accord. Ok. La mise en place. Alors, sur les questions du coût de la mise en place des moyens d'identification électronique, alors effectivement, donc c'est essentiellement les programmes, notamment du Ségur numérique, qui sont là pour aider. Donc, on essaie notamment pour les éditeurs d'ajouter des exigences pour s'assurer qu'ils respectent bien, enfin qu'ils font tout pour que les établissements puissent mettre en œuvre l'identification électronique telle que décrite dans le référentiel. Et puis effectivement, donc ça va être pour les établissements de santé, ça va être via SUNES, Open. Non, il n'y a pas de financement spécifique qui est prévu pour cela. Mais c'est bien via ces autres programmes existants que ça va se passer. Alors, un acteur de la télémédecine, fournisseur d'une solution pour téléconsultation et téléexpertise, est-il considéré comme un acteur de santé personne morale? Eh bien, on parle de... Oui, ça pourrait être le cas. On parle d'acteurs de santé personne morale, dans la mesure où on va voir un petit peu le périmètre après, où c'est des données de santé à caractère personnel qui sont manipulées. Et puis on va voir précisément quel est le périmètre, comment on peut identifier si un service numérique doit respecter le référentiel, et ce qu'on va expliquer maintenant. Oui, la personne concernée, c'est le responsable du service. Donc, si c'est juste un développeur de solution qui est mis en œuvre par un tiers, le développeur n'est pas impacté directement en tant que responsable. Par contre, il va peut-être devoir implémenter des fonctions qui sont demandées. Donc, l'acteur de télémédecine, probablement qu'il sera impacté, oui, parce que c'est bien une personnalité morale qui va soit être responsable du service, soit éventuellement, s'il est simplement éditeur d'une solution, peut-être devoir implémenter la solution. Donc, il faut bien regarder. À une maison de santé, la même chose, quoi. Une maison de santé qui est responsable d'un service et qui, en gros, établit des communications avec d'autres personnes morales, elle devra respecter le référentiel. On va peut-être avancer, puis on traitera du périmètre plus loin. Oui, je pense que c'est peut-être juste un commentaire sur ce qui est une question qui a été posée à plusieurs reprises, notamment lors du dernier webinaire, sur les mesures incitatives et coercitives qui sont mises en œuvre. Je sais que ça a été posé.
à destination des professionnels ou des industriels. Donc, les responsables de services numériques, ils pourront être contrôlés par les autorités étatiques pour s'assurer de l'application du référentiel, et notamment la CNIL qui a la capacité de contrôler et décider d'amendes financières en cas de violation de la sécurité des données à caractère personnel des citoyens. Et puis, donc ça, c'est pour les mesures plutôt coercitives, et les mesures incitatives. Donc, j'en ai parlé, hein, mais on est en train de réfléchir à l'intégration d'exigences, notamment pour les éditeurs, concernant l'identification électronique, pour les inciter à mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que les établissements de santé puissent respecter ce référentiel d'identification électronique. Voilà, je te laisse la main, Stéphane, pour introduire un peu les concepts de l'identification Oui, merci. électronique. Donc effectivement, je vais expliquer les différents concepts qui sont présents dans les référentiels d'identification électronique pour qu'on comprenne bien, que chacun comprenne bien le sens des exigences. Tout d'abord, quelques définitions. Alors, on commence par s'identifier. Quand on parle qu'une personne doit s'identifier, c'est qu'elle doit communiquer un identifiant qui est présumé, qui est connu du service et qui va permettre de l'identifier dans un répertoire. Et s'identifier, c'est d'apporter la preuve que la personne qui est connectée est bien celle qui s'est vue attribuer l'identifiant. Donc prouver qu'on est bien la personne que l'on clame être. Donc dans l'identification électronique, quand on parle de identification électronique, on associe les deux, à la fois s'identifier et s'authentifier. Quand je me m'identifie de façon électronique avec ProSanté Connect, à la fois je vais permettre au service de m'identifier avec mon numéro RPPS et en même temps je vais m'authentifier en prouvant que je suis bien détenteur du moyen qui est relié à ce professionnel. Donc de la même façon, les personnes morales vont pouvoir réaliser une identification électronique avec un certificat qui va à la fois les identifier et qui va authentifier le fait que c'est bien elles qui sont en train de se connecter. Donc dans le référentiel, on parle effectivement de fournisseurs d'identité et de fournisseurs de services. Le fournisseur d'identité, dans le règlement IDAS, on va dire, dans la façon dont il est construit, le fournisseur d'identité, c'est l'entité qui est en charge d'enregistrer des personnes qui éventuellement leur délivrent l'identifiant ou qui leur rattache un identifiant qui a déjà été attribué par ailleurs, et surtout qui lui fournit un moyen d'identification électronique qui lui permettra de s'identifier et s'authentifier. Donc le fournisseur d'identité, c'est vraiment l'entité qui délivre un moyen d'identification électronique, donc un dispositif d'authentification, après avoir enregistré la personne. Donc là, pour une personne morale, par exemple, la personne morale, elle peut être enregistrée, une entreprise peut être enregistrée dans le répertoire Sirène, et donc avoir un numéro de Sirène, un numéro de Sirette. Elle peut être enregistrée dans le répertoire Finesse, donc avoir un numéro de finesse géographique ou juridique. Ça, c'est un identifiant qui lui est délivré. Mais le fournisseur d'identité, c'est l'entité qui va délivrer un dispositif d'authentification. Donc typiquement, l'entité qui va délivrer un certificat et ce certificat va porter ce numéro, cet identifiant, Finesse ou Sirène, qui n'a pas été créé par l'entité qui délivre le certificat, mais qui a été reprise et qui va permettre à la personne de prouver son identité. Donc typiquement, quand l'ANS délivre un certificat ITC Santé qui va permettre d'identifier une personne morale, eh ben, c'est l'ANS qui est fournisseur d'identité, quand bien même l'identifiant lui-même a été délivré dans le répertoire Sirène ou dans le répertoire Finesse. Donc, fournisseur d'identité, c'est l'entité qui fournit un moyen d'identification électronique. Le fournisseur de service, c'est l'entité qui est responsable d'un service numérique en santé, qui est l'objet de ce référentiel. Et ce fournisseur de service, il va s'appuyer sur un fournisseur d'identité pour identifier et authentifier ses utilisateurs. Le fournisseur de service, il peut implémenter, être son propre fournisseur d'identité ou reposer sur des moyens d'identification électronique émis par des fournisseurs d'identité tiers. Et le fournisseur de service, une fois qu'il aura authentifié et identifié la personne, il va être chargé d'implémenter le contrôle d'accès, c'est-à-dire de donner des habilitations en fonction du profil ou de l'enregistrement préalable de la personne identifiée. Donc le contrôle d'accès, c'est une phase qui suit l'identification électronique, qui n'est pas dans le périmètre de ce référentiel et qui est bien à la charge du fournisseur de service. Le fournisseur d'identité se contente de permettre
de faire l'identification électronique. On parle pas mal dans les référentiels de répertoire d'identité. Hein. C'est un annuaire de personnes physiques ou de personnes morales qui intègre des données d'identité de chaque personne et qui associe un identifiant à une personne. Donc un répertoire d'identité, c'est le répertoire Sirène, le répertoire Finesse, le répertoire RPPS pour les professionnels de santé, le répertoire RNIPP pour les citoyens. C'est un répertoire d'identité qui va permettre d'identifier, de collecter des attributs d'identité et de collecter des identifiants de ces personnes. Le répertoire sectoriel de référence, c'est un répertoire particulier qui est relatif à un secteur d'activité. Donc, le FINES, c'est un répertoire sectoriel de référence pour la santé. Le RPPS, c'est un répertoire sectoriel de référence de personnes physiques pour la santé. Alors que voilà, le SIREN, c'est un répertoire d'identité des personnes morales qui n'est pas sectoriel. Il couvre l'ensemble des personnes morales françaises immatriculées en France. Et enfin, un répertoire d'identité privée, c'est un répertoire qui n'est pas un répertoire sectoriel ou national. Donc typiquement, c'est un répertoire qui est mis en œuvre par une structure pour identifier les personnes avec lesquelles elle va interagir, donc soit des personnes physiques qui seraient ses collaborateurs ou des partenaires de cette structure, soit un répertoire de structure avec laquelle elle a l'habitude d'échanger des informations. Donc le répertoire est privé, et donc dans ce cas-là, c'est la structure qui construit ce répertoire, qui va collecter les traits d'identité, les attributs d'identité, et qui va leur affecter un identifiant, soit un identifiant qu'elle génère elle-même, soit un identifiant qu'elle reprend, par exemple, dans le répertoire RPPS ou Finesse ou Sirène. Voilà, donc c'est important de bien connaître ces termes puisqu'ils sont repris largement dans les référentiels. Donc je poursuis avec une présentation d'un processus générique d'identification électronique pour une personne morale. Donc on a à gauche le fournisseur d'identité qui va être chargé donc, de délivrer un moyen d'identification électronique en phase numéro 3 ici. Et avant de délivrer ce moyen, il va enregistrer la personne. Donc ici, on va enregistrer une personne morale, c'est-à-dire dans un répertoire, on va inscrire les attributs de cette personne morale, donc typiquement sa raison sociale, son identifiant Sirène, son identifiant Finesse s'il en a un, son adresse, les coordonnées des personnes physiques qui vont être les interlocuteurs et d'autres informations éventuellement qui seraient utiles aux échanges avec ces personnes morales. À cette personne morale, il va être associé un ou plusieurs identifiants, donc des identifiants nationaux, par exemple type Finesse ou Sirène, ou éventuellement des identifiants privés, probablement les deux à la fois. Et à la suite de ça, le fournisseur d'identité va délivrer un moyen d'identification électronique à cette personne morale. Donc là, on verra dans le référentiel, ce sont des certificats électroniques X509 qui sont délivrés à la personne morale, donc qui va être délivré en pratique à une personne physique qui va représenter la personne morale. Une fois que la personne morale du coup a obtenu ce certificat depuis les fournisseurs d'identité, elle va pouvoir l'utiliser auprès d'un fournisseur de services, donc c'est ce qu'on voit en bas, une identification électronique de la personne morale auprès du service numérique, en utilisant donc le certificat et à travers, soit, on verra tout à l'heure, soit à travers des liaisons HTTPS, enfin du TLS, soit à travers des signatures électroniques. Et le fournisseur de services, il va, par exemple, contrôler que le certificat est valide en allant utiliser des ressources mises à disposition par les fournisseurs d'identité. Donc là, ce sont les chaînes de certification qui vont permettre aux fournisseurs de services de s'assurer que le certificat il a bien été émis par ce fournisseur d'identité et collecter aussi les statuts de révocation du certificat à travers des CRL ou des jetons au CSP pour s'assurer que le certificat est bien valide et n'a pas été révoqué depuis son émission. Donc là, le fournisseur de service va utiliser des ressources du fournisseur d'identité pour vérifier cette identification électronique. Et une fois qu'elle a fait ça et que l'identification électronique est considérée comme un succès, le fournisseur de service peut aller rechercher dans des répertoires supplémentaires, donc sectoriels de référence par exemple, des attributs supplémentaires de la personne morale pour compléter les informations qu'elle a sur cette personne morale. Parce que par exemple, un certificat, il ne contient pas
l'ensemble des attributs d'une personne morale. Il va contenir un identifiant, un numéro finesse, un numéro sirène, et ensuite une raison sociale, et ensuite si on va avoir d'autres informations, il va falloir se connecter à un répertoire. Donc ça, c'est le taf optionnel qui est nécessaire si le fournisseur de service n'a pas déjà les informations en base et s'il en a besoin pour son traitement. Donc c'est optionnel. Voilà, donc là, on voit bien comment collaborent un fournisseur d'identité et un fournisseur de services à travers ces certificats. Il y a des cas où le fournisseur de services pourrait être lui-même le fournisseur d'identité, donc par exemple délivrer des certificats aux personnes morales qui se connectent sur son service. Ça peut être mis en œuvre, donc à ce moment-là, le fournisseur de service joue les deux rôles. Je passe au slide suivant. Donc là, c'est simplement pour voilà, remettre par écrit ce que je viens de dire. Donc, l'identification électronique se base sur des certificats. Le fournisseur d'identité, du coup, est l'autorité de certification qui délivre le certificat. Et le fournisseur de service, lui, il a pour objectif de vérifier la validité du certificat, donc à la fois à travers la chaîne de certification et la non-révocation. Donc, des exemples de ces entités-là, les certificats, c'est typiquement des certificats d'organisation ou de serveurs qui sont émis par l'IGC Santé. Donc, dans ce cadre-là, le fournisseur d'identité, c'est l'ANS en tant que responsable de l'IGC Santé. Mais d'autres certificats peuvent être utilisés selon le contexte. Et donc, à ce moment-là, on a des fournisseurs d'identité qui peuvent être d'autres autorités de certification, typiquement celles qui exercent en conformité avec le référentiel RGS ou qui délivrent des certificats selon la réglementation IDAS. Et à ce moment-là, l'autorité de certification, le fournisseur d'identité est un autorité de certification du marché. Et éventuellement, ça peut même être une IGC interne, selon le cas d'usage. Donc, dans le référentiel d'identification électronique dédié aux personnes morales, on présente en fait plus en détail le processus d'identification électronique indirecte. Donc ça, c'est la reprise de l'authentification indirecte qui existait déjà et qui est explicitée dans le référentiel des autorités, des acteurs de santé personnes morales. L'identification électronique indirecte, ça permet en fait à un service de santé d'identifier une personne physique ou une personne morale qui interagit avec ce service au travers d'une application appelante intermédiaire. Donc là, on voit à droite un service numérique en santé, qui est le service sur lequel porte le référentiel d'identification électronique. Ce service-là, il est appelé par une application, donc c'est une application interne, c'est un service proposé par un sous-traitant, c'est un service en ligne externe. Et cette application appelante elle-même est utilisée par une personne physique ou une personne morale. Et donc, dans ce cadre-là, si le service numérique de santé a besoin de connaître pour des problématiques de traçabilité ou pour des problématiques de contrôle d'accès, d'habilitation, c'est-à-dire besoin de connaître quelle est la personne qui est connectée à l'application appelante, elle fait une authentification électronique indirecte, parce que ce n'est pas elle qui fait directement l'identification électronique de la personne, mais elle passe par l'appelant. Et à ce moment-là, le service numérique en santé doit faire une identification électronique de l'appelant selon une modalité conforme au référentiel d'identification électronique des personnes morales. Puisque là, on considère qu'il y a deux personnes morales qui échangent des données. Donc cet échange de données, cette communication, doit être précédée d'une notification électronique de personnes morales de l'appelant. Et après celle-ci, le service numérique en santé va identifier la personne physique ou morale qui a elle-même sollicité l'appelant. Donc là, le service numérique en santé devra en gros passer par l'appelant pour avoir cette information et il pourra demander à la structure responsable de l'appelant l'engagement de sécurisation des notifications électroniques qu'on détaille à la fin de cette présentation et qui permet en fait de savoir les modalités qui sont proposées aux utilisateurs de l'application appelante pour s'identifier. Donc un exemple de cette identification électronique indirecte, c'est l'accès au DMP. Donc une application d'un SI, donc dans un SIH ou dans un SI d'une autre structure,
va déposer ou consulter le DMP. Donc, le service numérique en santé, c'est le DMP. Et l'appelant, c'est une application interne à un SIH ou une structure qui est utilisée par un professionnel de santé, par exemple, ou une structure de santé pour aller déposer ou lire des données. Et donc, dans ce cas-là, le DMP va demander l'identification électronique de la personne appelante à travers une authentification électronique indirecte. Dans la planche suivante, il y a, donc on détaille un petit peu les modalités de cette identification électronique indirecte. Alors bien sûr, hein, c'est présenté en détail aussi dans le référentiel, dans le document du référentiel. Donc là, ici, on fait apparaître les responsabilités de chacune des parties. Le service numérique en santé, lui, il doit d'abord identifier son application appelante, donc par une identification électronique de la personne morale appelante. Il doit récupérer l'identité de l'utilisateur qui a initié l'appel, donc auprès de l'application appelante. Et il est aussi en charge de s'assurer que cette application appelante est effectivement conforme au référentiel d'identification électronique pour ses propres utilisateurs, de façon à ce que ce service numérique en santé puisse avoir la confiance nécessaire, la garantie nécessaire sur l'utilisateur effectif du service. Et l'application appelante, elle doit identifier électroniquement son utilisateur, conformément au référentiel identification électronique. Donc, elle doit utiliser le référentiel applicable au type de population auquel appartient l'utilisateur. Elle doit transmettre l'identité de l'utilisateur au service numérique en santé. Donc là, on a prévu plusieurs façons de le faire, plus ou moins sécurisées et complètes. La plus complète, c'est que l'appelant transmet à la fois l'identifiant les attributs d'identité de l'utilisateur, mais aussi une preuve du fait qu'elle a réalisé l'identification électronique. Donc typiquement, ça pourrait être transmettre le jeton ProSanté Connect qui a été récupéré au moment de l'identification électronique du professionnel de santé qui s'est connecté à l'application appelante. De telle sorte que le service numérique en santé, il a effectivement un jeton à vérifier qui prouve que le professionnel s'est connecté effectivement au service appelant, enfin, à telle heure, et que donc c'est quand même une preuve forte de l'identification électronique sécurisée de cet utilisateur. Ça peut être simplement l'identifiant et les attributs d'identité de la personne qui s'est connectée à l'application appelante. Donc là, ça va être transmettre voilà, le numéro RPPS et les noms, prénoms, profession du professionnel, ou si c'était un usager, ça pourrait être simplement son identité, nom, prénom, date de naissance de l'usager qui s'est connecté à l'appelant. Et dans certains cas, en fait, si l'appelant n'est pas directement sollicité par une personne physique ou morale, mais en fait, il y a un traitement qui se déclenche automatiquement sans que, juste sur un critère horaire, par exemple, ou d'autres conditions, à ce moment-là, il faut transmettre l'identité du responsable de ce traitement. L'application appelante doit par ailleurs conserver les preuves de l'identification électronique qui a été réalisée, de façon à ce que, si jamais ensuite on a un litige sur l'identification électronique, on puisse avoir des éléments qui permettent au service numérique en santé de s'assurer que l'identification a été bien faite, ou éventuellement de déceler justement une usurpation d'identité à ce moment-là. Et enfin, l'application appelante doit aussi contractualiser avec l'utilisateur de façon à convenir des modalités dans lesquelles elle a le droit de se connecter au service numérique en santé au nom de l'utilisateur de l'application appelante. Donc là, il faut que ce soit contractualisé à travers des conditions générales d'utilisation, à travers un contrat, enfin différentes conventions qui peuvent être établies et qui permettent effectivement d'autoriser l'application appelante à se connecter au service numérique en santé au nom de son utilisateur, qui garantissent le respect du référentiel d'identification électronique de côté, donc à la fois du côté identifiant de l'utilisateur, mais aussi identification électronique de l'application appelante auprès du service numérique en santé, et qui aussi garantissent à l'utilisateur de recevoir des communications qui permettent d'avoir un récapitulatif des connexions qui ont été faites en son nom. C'est-à-dire qu'il faut que l'utilisateur puisse
obtenir la liste des accès qui ont été faits par l'application appelante sur service numérique en santé à son propre nom. Donc, comme ça, moi, l'utilisateur n'est pas aveugle, mais il sait ce qui a été fait. Et il peut éventuellement contester ou demander des explications sur ce qui a été fait. Et il y a une sorte de transparence qui est établie à travers cette obligation. Et donc cette obligation, voilà, elle doit être écrite dans un contrat par rapport aux utilisateurs. Et tout ça, bien sûr, pourra être vérifié dans le cadre de la conformité au référentiel d'identification électronique des personnes morales. Voilà pour les concepts importants de l'identification électronique sur les personnes morales. Donc peut-être d'abord les questions qui ont été posées dans le chat. Alors, il y a plusieurs questions sur le DMP, parce qu'on a pris l'exemple du DMP pour l'authentification indirecte. Et donc c'est bien, alors comme l'expliquait Stéphane, c'est bien le service numérique en santé en bout de chaîne qui va décider de ce qui est requis comme en termes de garantie sur l'identification électronique pour accéder au service. Donc en l'occurrence pour le DMP, bien sûr, il y avait la question de savoir si on avait une traçabilité uniquement pour le service appelant ou si ça allait jusqu'à la personne physique. Bien sûr, là, c'est la personne physique on devrait avoir une traçabilité par personne physique. Et donc, il y a un référentiel DMP qui est en cours d'élaboration qui devrait voir le jour très prochainement, qui viendra préciser vraiment toutes les conditions de cet accès. Et notamment dans le cadre du DMP, puisque c'est pour les accès notamment en lecture, puisque c'est des informations qui sont très sensibles. Il y aura un certain nombre de règles à respecter, avec notamment une liste blanche de services appelants qui devront être autorisés préalablement. C'est ce qui est prévu à ce jour. Et puis une authentification forte de la personne au service appelant. Et bien sûr, derrière toute la traçabilité pour permettre a posteriori d'avoir un suivi des connexions qui ont été faites sur le DMP. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question À quoi ressemble un jeton ProSanté Connect C'est un jeton, en fait, c'est un ProSanté Connect est basé sur la technologie OpenID Connect. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques de cette technologie, mais voilà, c'est un jeton qui permet d'assurer l'authentification notamment. Pour les personnes morales, il s'agit d'utiliser un certificat pour chaque établissement géographique ou un certificat pour un établissement juridique. On va y venir dans la suite sur les identifiants qui sont autorisés. En fait, donc, le référentiel d'identification électronique, lui, autorise les deux. Après, bien sûr, suivant le service numérique en santé, il peut y avoir des spécificités. Certains services qui exigent qu'on utilise un certificat géographique, un identifiant géographique. Voilà, mais en tout cas, dans le référentiel, on va le voir après, les deux sont permis. Alors, les délais de conservation des traces, c'est pas nous qui fixons ce délai, c'est la CNIL. De mémoire, je crois que c'est 6 mois, il me semble, puisque bon, ce sont des données de santé à caractère personnel. Je sais pas si. Les traces de connexion, c'est pas, c'est un peu différent, mais ça va dépendre du. Le RGPD dit ça, mais en fait après, ça va dépendre de la finalité de ces traces, quoi. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de réponse, générique pour tous les services, quoi.
Parce qu'on peut justifier d'une conservation plus longue selon l'utilité de ces traces. En tout cas, on n'a pas contraint le durée de conservation des traces dans le référentiel. Alors ensuite, alors après, il y a des questions sur la fiabilité de ProSanté Connect. Alors c'est pas forcément l'objet ici de discuter de ce sujet-là, d'autant qu'on n'est pas sur on est sur les personnes morales et ProSanté Connect n'est pas forcément le moyen d'identification électronique des personnes morales, mais voilà, je peux pas vous donner des réponses. Faudrait dire précisément ce qui pose problème, et je peux le router vers les personnes qui pilotent ProSanté Connect. Mais moi, j'ai pas connaissance de faiblesse propre à ProSanté Connect, hein. C'est surtout des faiblesses qui viennent des usagers, en fait, de ce qui a pu être vu. C'est des professionnels de santé, par exemple, qui valident une connexion qui leur est envoyée sans s'assurer que ça leur est bien destiné, enfin, sans comprendre en fait que c'est quelqu'un potentiellement un attaquant qui aurait généré cette connexion de son côté. Enfin, voilà, je pense pas que ce soit le sujet ici. C'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails. Après, je sais pas sur la suite ce qu'on avait comme question. À partir du 1er juin, l'authentification à double facteur sera imposée pour les usagers de Ouais, France Connect. ça n'a pas de rapport avec les personnes morales. Ouais, c'est plutôt pour les L'authentification en usagers. double facteur sera imposée pour les usagers. Ça, c'est vrai. Après, la partie 2 France Connect, si on veut que ce soit conforme, il faudra utiliser France Connect Plus et pas France Connect. Ou alors, il faudra associer d'autres moyens. Il faudra associer d'autres facteurs parce que dans France Connect, on est en monofacteur. Donc, Alors peut-être pour clarifier, ouais, France Connect Plus, en fait, c'est la version de France Connect qui bénéficie du niveau substantiel IDAS que l'on évoquait en début de présentation. Donc voilà, donc qui donne de meilleures garanties par rapport à France Connect simple, entre guillemets. bon, je pense qu'on peut passer, Vincent. D'accord, ouais. Est-ce que tu veux Oui, s'il y a un point important, effectivement, c'est sur le qu'on nous a déjà posé comme question. En fait, le certificat HTTPS, le certificat TLS, qui permet de sécuriser le site web d'une structure, il n'est pas concerné par ce référentiel d'identification électronique. Le référentiel, enfin le certificat qu'on va utiliser pour un site web, c'est un certificat qui doit être reconnu par le CAB Forum de façon à ce que les navigateurs le considèrent de confiance, ils ne mettent pas un avertissement de sécurité. Et ce n'est pas du tout dans le périmètre du référentiel d'identification électronique, puisqu'en fait ce référentiel identifie une personne morale avec laquelle un usager veut initier un échange. On n'est pas dans le cas où une personne morale se connecte au serveur d'une autre personne morale. Donc, ce n'est pas dans le périmètre, c'est mis dans le périmètre déjà fonctionnellement, et voilà, de toute manière, il est régi par d'autres obligations, et donc là, il n'y a pas de remise en cause. Vos certificats de TLS, de site web, ils sont aucunement impactés par ce référentiel. Ce qui serait impacté, ce serait des certificats TLS qui seraient mis en place sur des API, éventuellement des API externes, utilisés par des appels REST ou je ne sais quoi. Et donc là, effectivement, éventuellement, s'ils sont accédés, je crois que là, c'est des API, souvent, c'est des serveurs. Donc, ce qui est impacté, c'est des certificats clients. En tout cas, pas les certificats TLS des sites Internet.
Bon, il y a une question sur les dispositifs médicaux. Donc, enfin, la réponse générale, c'est que les dispositifs médicaux ne sont pas objets du référentiel d'identification électronique. Alors maintenant, apparemment, d'après une réponse qu'on a eue là, il y a peut-être des cas il y a peut-être des exceptions, mais enfin, a priori, un dispositif médical, une machinerie qui produit des images, par exemple, on ne va pas lui imposer de s'identifier électroniquement par un certificat auprès d'un serveur. Donc, a priori, c'est en dehors du périmètre. Alors, il y a une question dans le chat qui apparemment, enfin, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées pour avoir la réponse à cette question. C'est sur pour les structures médicales et médico-sociales qui constituent des personnes morales, les obligations pour le 1er juin sont de mettre en place ProSanté Connect, c'est bien cela. Alors, donc ça, c'est un point qu'on a expliqué lors du dernier webinaire, donc sur les acteurs de santé personnes physiques. Parce que pour rappel, en fait, ProSanté Connect permet d'assurer l'identification électronique de personnes physiques. Donc voilà. Et donc pour les services numériques en santé qui sont dans le périmètre du référentiel concerné, oui, il faut qu'ils mettent en œuvre l'authentification par ProSanté Connect à partir du 1er janvier 2023. Oui, c'est bien ça. Et donc voilà, pour avoir les détails sur ces questions-là, je vous invite à regarder le replay du précédent webinaire qui a eu lieu la semaine dernière. J'ai déjà donné le lien plusieurs fois dans des réponses à des questions, si vous voulez le retrouver. Okay. Oui, c'était une question qu'on avait mise. Quand c'est identification électronique indirecte, comme l'a dit tout à l'heure Vincent, le niveau de sécurité qu'on va exiger sur l'authentification de l'utilisateur, en fait, c'est ça, ça va être à charge du service numérique de santé de le définir, quoi, en fonction de la sensibilité du service. Donc on passe maintenant à la présentation des moyens d'identification électronique prévus pour les acteurs de santé, personnes morales. Donc Vincent, je te laisse la parole ici. Je reprends la main. Donc alors c'est important pour bien comprendre le périmètre. D'avoir en tête que les services qui sont concernés par ce référentiel, d'abord, ce sont les services qui traitent des données de santé à caractère personnel au sens du RGPD. Et donc, parmi ces services, il y a deux types de services que l'on peut retrouver. Donc, on a les services partagés et non partagés. On a fait cette distinction dans le référentiel. Donc, les services partagés, ce sont les services qui sont définis comme dépassant le cadre d'une personne morale. Donc, c'est-à-dire qui sont utilisés en dehors, qui peuvent être utilisés en dehors de la structure responsable de ce service et qui ont une dimension ou qui ont une dimension nationale ou territoriale. Si je donne quelques exemples, c'est-à-dire par exemple le dossier médical partagé dont on a parlé tout à l'heure, c'est un service partagé puisqu'il est disponible à un niveau national et il dépasse le cadre d'une personne morale. Le téléservice INSI également, les plateformes de e-parcours, le dossier pharmaceutique, voilà, tout ça, ce sont des exemples de services partagés. Et par opposition, donc les services non partagés, c'est l'ensemble des services qui ne rentrent pas dans la définition de services partagés. Donc, c'est-à-dire, ça va être le cas notamment si l'on a une application au sein d'une personne morale. Donc, par exemple, si je prends un exemple, un groupement de cliniques qui aurait mis en œuvre une application qui elle-même va s'identifier électroniquement auprès d'une autre application pour des échanges de données. Si on reste dans le cadre de cette personne morale, donc de ce groupement de cliniques, eh bien, on peut considérer qu'on n'est pas dans le cas d'un service partagé, puisque on ne dépasse pas le cadre d'une personne morale. Donc, un service,
oui, il y a le cas d'un GHT, par exemple, qui est un cas spécifique. Donc, pour les GHT, qui mettent à disposition en général un certain nombre d'applications ou de serveurs qui sont accessibles par l'ensemble des établissements du même GHT. Donc, on ne considère pas qu'il s'agit d'un service partagé, puisque on considère que c'est la même personne morale qui partage ce service pour l'ensemble des établissements dont elle a la charge. Et puis, enfin, donc un rappel qui est important, hein, c'est que on parle ici, on ne parle pas bien sûr des certificats HTTPS du site internet d'une structure, par exemple. Ils sont pas concernés par ce référentiel. On est uniquement sur de l'identification électronique d'une application ou d'un service numérique en santé à un autre. Donc, les identifiants qui sont à utiliser sont en priorité les identifiants sectoriels, donc en l'occurrence pour les structures du secteur de la santé et médico-social. Donc, s'il existe, c'est le finesse juridique ou géographique. Voilà, je dis s'il existe parce que ça dépend un petit peu du type d'établissement. Tous les établissements ne sont pas couverts par le finesse aujourd'hui. Mais s'il existe, il est à utiliser en priorité. Et cet identifiant finesse, donc ça peut être voilà, la forme d'identifiant juridique ou géographique. Voilà, donc l'identifiant juridique, ça s'adresse à la forme juridique, à la personne morale en fait, et l'identifiant géographique, il est associé à une adresse géographique en fait. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça en général. Et donc s'il n'y a pas de finesse, ça va être le numéro SIREN ou SIRET, qui sont des numéros attribués par l'INSEE, qui peuvent être utilisés comme identifiants. Voilà, donc on a uniquement ces cas de figure. Et puis, bon, il y a une exception, c'est un peu anecdotique, mais il faut savoir que pour certains cabinets de radiologie, par exemple, ils sont organisés sous une forme juridique qu'on appelle SCM, pour Société Civile de Moyens. Et donc, dans ce cas-là, ils n'ont ni finesse ni sirène. Et donc, c'est un numéro qui s'appelle RPPS RAN qui est utilisé. Mais c'est vraiment une exception, et la seule exception aujourd'hui aux règles que je viens de donner pour les identifiants à utiliser. Donc, ces identifiants-là, ils sont utilisés pour les services partagés. Pour les services qui ne sont pas des services partagés, suivant la définition que j'ai donnée juste avant, donc là, on peut utiliser des identifiants privés. Donc, voilà, des identifiants qui sont donnés par la structure. Je te repasse la main, Stéphane, pour la suite. Oui, voilà. Donc là, on va préciser un petit peu les certificats dont on parle depuis tout à l'heure. Pour l'identification électronique dans les services partagés, en fait, donc là, on exige des certificats émis par l'INSEE Santé. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a 3 offres de certificats qui sont accessibles et qui sont éligibles pour l'utilisation dans l'identification électronique. Il y a des certificats d'authentification pour des organisations. Donc on a rappelé ici, c'est l'offre org CL Hotcli. Donc org pour dire que c'est une organisation qui est sujette du certificat. CL, ça veut dire, je sais plus. Hotcli, ça veut dire authentification client. Donc c'est un certificat d'authentification client qui permet à une entité de se connecter à un serveur distant. Donc là, on est bien dans le cadre d'un serveur d'une personne morale qui sollicite un service numérique distant et qui s'authentifie auprès d'elle avec un certificat TLS d'authentification client.
le second type de certificat, en fait, l'autre offre, c'est certificat d'authentification serveur. Et en fait, celle-ci, ORG SSL Server, elle va être assez proche, mais simplement, elle va dans le nom enfin, le sujet du certificat, elle va préciser le nom d'un serveur, alors que dans le premier cas, organisation, on va spécifier le nom de l'organisation, typiquement la raison sociale de l'organisation, alors que dans le second cas, on va préciser vraiment le nom d'un serveur. Et généralement, ça sert à faire souvent à faire des certificats qui sont à la fois client-serveur et qui identifient du coup voilà, un domaine au sens informatique. Mais dans les deux cas, ce sont des certificats TLS qui permettent d'initier, enfin de s'identifier dans le cadre d'une identification mutuelle sur TLS. Le troisième type d'offre, c'est des certificats de cachet pour des organisations. En fait, le cachet, c'est lorsqu'une personne morale effectue une signature électronique d'un document ou d'une structure de données. L'offre, elle s'appelle OrgCL Sign. Et donc, c'est un certificat de cachet qui est délivré au nom de la personne morale. Donc, il va avoir comme sujet de certificat typiquement la raison sociale et porter le numéro sirène ou le numéro finesse de la personne morale. Et donc, on va savoir que la signature électronique qui a été effectuée, c'est un cachet de l'organisation. Donc, les certificats d'identification, ils servent à faire des échanges TLS. Et les certificats de cachet, ils permettent de signer typiquement des jetons. Ici, on va signer par exemple un jeton VIHF ou on va signer un jeton OpenID Connect. Et voilà, la signature du jeton permet de prouver l'identité de la personne morale qui se connecte à un service numérique distant. Ces certificats, enfin ces ordres de certificats, elles sont donc accessibles sur IC Santé. Dans le référentiel, il y a même le lien, je crois, des pages sur lesquelles on peut faire les demandes de certificats. Il y a des formulaires à remplir. Ce sont des certificats qui sont logiciels, ça veut dire que la clé, elle est dans un fichier qui est protégé par un mot de passe. Et ce fichier est à déposer sur les serveurs qui vont utiliser le certificat. Il n'y a pas besoin d'avoir de matériel pour obtenir ces certificats et pour les utiliser. Ce sont des certificats le niveau, c'est le niveau élémentaire, c'est-à-dire que c'est le niveau le plus bas qui est servi dans l'IC Santé et qui est actuellement accessible. Voilà, donc ils doivent être demandés auprès d'IC Santé et dans la page, sur le site ANS, là, il y a des pages qui sont dédiées à IC Santé et aux certificats serveur, aux certificats organisation. Donc, vous pouvez trouver toute la documentation nécessaire pour demander ces certificats afin d'en disposer pour l'identification électronique. Voilà, donc ces certificats, ils sont émis par l'ANS qui va vérifier effectivement l'identité de la personne morale qui les demande, qui va s'assurer que la personne morale qui demande le certificat, elle est effectivement éligible en termes de secteur d'activité, de métier pour délivrer ou pas ce certificat. Et l'IC Santé, c'est l'autorité de certification de référence dans le secteur de la santé. Et donc, c'est naturellement elle qui va permettre d'identifier les services dans le cas d'échange entre plusieurs personnes morales. C'est le tiers de confiance de tout ce secteur. Dans le cas où on a des services qui sont non partagés, donc comme disait tout à l'heure Vincent, hein, des serveurs typiquement d'un groupement d'organisations qui vont discuter entre eux, là, on ne va pas demander spécifiquement à ce que les certificats soient émis par IC Santé, mais on impose quand même le certificat dans le but d'avoir une interopérabilité de ces services et de profiter de protocoles standards. Donc simplement, ces certificats, ils vont être du même type, hein, soit d'authentification TLS, soit des certificats de cachet pour permettre des protocoles d'authentification divers. Hein. Le référentiel n'impose pas le protocole d'authentification, uniquement le fait d'utiliser un certificat. Et il pourra être émis par une IGC Santé, si bien sûr c'est toujours possible, ou par une autre IGC qui est considérée de confiance par les deux parties, hein, le service numérique de santé et puis
ainsi que celui qui le porte. Et les contraintes que l'on impose, ce sont des contraintes en fait qui permettent de s'assurer que le certificat est conforme en gros à l'état de l'art, c'est-à-dire respecter les normes standards relatives au certificat X509, d'utiliser des clés publiques RSA 2048 bits, qui est vraiment maintenant le standard minimum qu'on attend d'une clé RSA, hein, ou de niveau de sécurité équivalent. Il n'est pas interdit d'utiliser des clés CDSA par exemple. Un certificat signé en utilisant un algorithme d'empreinte SHA-2 ou SHA-3. Il n'est pas question d'utiliser des algorithmes dépréciés type SHA-1. Des clés privées qui sont conservées et transportées de manière chiffrée. On va éviter de transporter des clés privées qui sont les secrets d'authentification en clair typiquement dans des mails. Mais on peut transférer une clé privée à travers un fichier PKCS12 qui est protégé par un mot de passe qu'on va envoyer par un autre canal typiquement. Et puis enfin, protéger la clé privée contre toute utilisation par des tiers, c'est-à-dire faire en sorte que cette clé privée, quand elle est déposée sur un serveur ou dans un espace de sauvegarde, elle soit quand même protégée au mieux pour éviter que des personnes puissent l'utiliser frauduleusement. Donc là, les certificats que l'on peut utiliser sont typiquement, de nouveau, ceux des santé, soit des certificats émis par des AC du marché qui ont été typiquement audités, RGS une étoile ou IDAS, et qui permettent aux entités d'avoir un gage de confiance, puisqu'elles ont été auditées par un tiers, un organisme de certification qui leur a délivré un label. Voire ça peut être des IGC internes dans le cas effectivement de dialogue entre des entités d'un même groupe. On peut imaginer qu'une IGC interne émette des certificats et que ça satisfasse aux besoins d'identification électronique. Le but étant d'éviter que les serveurs soient sollicités par des serveurs externes d'attaquants qui n'ont rien à faire dans cet écosystème. Donc une IGC interne, moyennant les mesures de sécurité que l'on a indiquées au-dessus, qui sont des mesures de sécurité tout à fait standards, et satisfaisante dans ce cadre-là. Donc on peut passer aux questions. Donc soit il y a des questions pertinentes. Oui, TLS, c'est Transport Layer Security, c'est le successeur de SSL. C'est ce qu'on utilise tous les jours avec nos certificats, avec nos navigateurs. Voilà, c'est le protocole en fait qui permet d'assurer la confidentialité des échanges, qui permet d'ouvrir un canal chiffré en fait entre deux serveurs là dans le cas que l'on évoque. J'ai vu qu'il y avait des questions. On posait la question la différence entre finesse juridique et finesse géographique. En fait, c'est juste que le certificat, enfin que l'identifiant, il va permettre d'identifier, si c'est un identifiant juridique, c'est la personne morale, c'est l'entité juridique qui va être identifiée par cet identifiant. Donc, ça peut être le cas, si on prend l'exemple par exemple d'un groupement hospitalier qui aurait de nombreux sites, et cet identifiant, il va permettre d'identifier l'ensemble des sites qui font partie, dont la personne morale est responsable. Oui, c'est associé au siège social en fait. C'est associé au siège social de l'entreprise. Donc on aura une adresse qui est l'adresse du siège social. Alors que du coup, le finesse géographique permet d'avoir une granularité plus fine en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va identifier chaque site géographique d'une entité de façon séparée. Donc ça peut avoir un intérêt dans certains cas, et dans certains cas, ça peut être plus intéressant de entre guillemets, factoriser les flux en ayant un seul un identifiant juridique. Donc c'est vraiment ça dépend du cas d'usage, et c'est pour ça en fait que les deux sont possibles dans le référentiel. Alors je regarde s'il y a des questions qu'on aurait oubliées.
Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont pas forcément liées à la thématique. Par exemple, on parle du HDS. Ça n'a vraiment rien à voir, hein. Là, on est sur. En fait, le HDS, c'est l'hébergement des données de santé. Donc, il permet d'assurer la sécurité de l'hébergement. Là, on est vraiment sur les questions d'identification électronique. Donc, comment voilà, je vais m'authentifier pour accéder à un service numérique en santé, quel que soit l'endroit où il est hébergé. Donc, voilà, c'est vraiment deux thématiques très différentes. Donc, voilà, on ne traite pas du HDS dans ce référentiel. Mais moi, je vois des questions là sur effectivement l'identification électronique des usagers ou des professionnels, des structures. Il faut bien comprendre que la structuration en volets, ça permet de définir les exigences en fonction du type d'utilisateur qui se connecte à un service. Et donc, si l'utilisateur qui se connecte est un usager, il faut aller voir le référentiel usager. Et si c'est une personne physique, acteur de santé, il faut aller voir le référentiel ASPP. Et si c'est une personne morale, il faut aller voir le référentiel ASPM. Un même service numérique, il peut être à la fois accédé par des usagers et par des professionnels, voire par des personnes morales. Donc, un même service numérique, il va falloir lui appliquer un, deux ou trois référentiels selon les populations qui se connectent. Et donc, effectivement, il n'y a pas de document chapeau à ces trois catégories. Il faut aller voir chacun des référentiels un par un pour savoir ce qui est nécessaire pour tel type de population. Et effectivement, les moyens et les délais et les dates imposées ne sont pas les mêmes selon que ce soit un usager, une structure ou un professionnel. Il y a beaucoup de services qui sont accédés à la fois par des usagers et par des professionnels, parce que les usagers, ils déposent des données, c'est souvent quand même que des professionnels les récupèrent. Et donc, il faut aller voir chacun des deux. Il n'y a pas de document chapeau qui ferait une synthèse de tout ça. Et de la même façon, là, il faut peut-être que vous alliez voir les trois référentiels et les trois webinaires pour avoir l'ensemble des informations selon l'interface dont on parle. Bon, en général, ce ne sont quand même pas les mêmes portails. Ça a un sens, hein, mais il faut vraiment aller voir les webinaires. Toutes les questions à propos de ProSanté Connect, elles sont traitées dans le webinaire et dans le référentiel ASPP. Il y a beaucoup de questions en fait qui concernent la partie professionnelle de santé. En tant que personne physique, notamment est-ce que c'est applicable dans mon cas? Quelles sont les dates de mise en œuvre? Est-ce que la double authentification est absolument nécessaire à partir du 1er juin? Donc tout ça, en fait, on a évoqué ce sujet lors du dernier webinaire. Donc je vous invite vraiment à soit à regarder le replay ou à vous reporter au document qui est publié. Pour avoir toutes les réponses à ces questions. Alors c'est difficile de répondre pour chaque cas d'usage est différent, et donc en fait c'est pour ça qu'on a défini un périmètre du référentiel. Donc il faut vraiment que vous regardiez ce périmètre et que avec vos cas d'usage pour voir où vous vous situez. Et donc si les exigences du référentiel s'appliquent à votre cas d'usage. Voilà, je vous invite vraiment à regarder soit le dernier replay, soit le document lui-même qui est publié sur e-santé. Je propose que l'on regarde les derniers slides parce qu'il reste un petit quart d'heure, quitte à revenir éventuellement sur d'autres sujets. Donc il y a juste une autre exigence qui est inclue en fait dans l'ensemble
des volets du référentiel d'identification électronique. Cette exigence, c'est un engagement de sécurisation qui est en fait un formulaire en 2 parties qu'on vous demande de compléter, enfin qu'on demande voilà, aux responsables de services numériques en santé de compléter pour indiquer où est-ce qu'il se trouve par rapport à ces exigences de sécurité donc, qui sont décrites dans le référentiel d'identification électronique. Donc il y a en fait une partie qui décrit l'état de l'implémentation, quels sont les moyens d'identification électronique qui sont déployés, quel est le plan d'action éventuellement s'il y a besoin pour être conforme ensuite jusqu'en 2026 et au-delà de 2026 par rapport à la feuille de route qui est donnée. Donc cette partie-là, elle peut être demandée, par exemple, on évoquait tout à l'heure le cas de l'identification électronique indirecte. Donc elle pourrait être demandée à un service numérique en santé, au service appelant, en fait, qui appelle ce service en santé pour s'assurer que derrière lui, il assure correctement l'identification électronique et tel que cela est exigé dans le référentiel d'identification électronique. Donc voilà, ça peut être l'utilité de ce volet et ça peut être aussi bien sûr demandé par une autorité pour s'assurer que l'identification électronique est correctement assurée sur le service. Et puis il y a un volet, une partie qui est plus confidentielle, puisqu'elle présente en fait les risques résiduels, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui, au stade où vous en êtes, quels sont les risques qui restent et quel est le plan d'action correctif qui est mis en œuvre. Voilà, tout ça est bien détaillé dans le référentiel et il y a un formulaire, un modèle qui est proposé pour remplir ce formulaire. Et donc voilà, donc ce volet-là, il est pas forcément à communiquer, sauf aussi aux autorités qui le demanderaient, par exemple la CNIL, si la CNIL décide de contrôler un service numérique en santé pour s'assurer que tout ce qui concerne la sécurisation des données de santé à caractère personnel est correctement effectué sur le service. Donc c'est le responsable légal de la structure ou un délégataire qui va signer cet engagement. Et puis, il est à renouveler chaque année ou s'il y a eu une évolution significative par rapport au plan d'action, par exemple, s'il y a eu une avancée significative, voilà, on peut mettre à jour cet engagement pour signaler que ça a évolué. Et puis, voilà, et puis donc, c'est exigible, comme je disais, par un partenaire dans le cadre d'une identification électronique indirecte ou en cas de contrôle par les autorités. Voilà, et alors on a eu quelques questions sur le sujet, je vais peut-être les reprendre ici parce que c'est des questions qu'on a eues régulièrement. Donc qui doit signer cet engagement de sécurisation? Cet engagement de sécurisation des modalités d'identification électronique, il doit être signé par le responsable légal du fournisseur du service numérique en santé qui est concerné, ou à défaut par un délégataire qui a été nommé par ce responsable. Voilà, une structure responsable de services numériques peut être elle-même fournisseur d'identité, c'est-à-dire délivrer des moyens d'identification électronique, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc elle doit s'assurer, garantir que les moyens d'identification électronique qui sont utilisables sur ces services sont adaptés au contexte et bien sûr à la sensibilité des services qu'elle délivre. Ensuite, sur le délai, alors oui, il y a plusieurs... on a eu plusieurs fois la question qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas tenir les délais par rapport à cet engagement de sécurisation? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, alors le référentiel d'identification électronique, il est rendu opposable par arrêté, comme j'expliquais au début. Donc, il engage la responsabilité légale de l'établissement. Après, on a des exigences qui sont échelonnées dans le temps, voilà, pour permettre
pour donner une période, enfin avec une période de transition pour laisser suffisamment de temps aux établissements et enfin aux fournisseurs de services numériques en santé pour mettre tout ça en place. Mais voilà, chaque structure doit établir son plan d'action pour s'assurer qu'il va pouvoir assurer la conformité à ce référentiel, conformément aux délais qui sont indiqués. Et donc, ce plan d'action, il est à formaliser, notamment dans l'engagement de sécurisation que je viens d'évoquer dans le formulaire. Voilà, donc on a fini avec cette partie, avec cette présentation. Vous retrouvez donc à l'écran et puis l'ensemble des slides seront mis à votre disposition. Mais vous retrouvez donc le lien vers le référentiel d'identification électronique, où vous pouvez télécharger les 3 volets. Il y a également, donc on en a parlé tout à l'heure, une FAQ, une foire aux questions qui est disponible avec un lien qui est indiqué ici. Donc il y a déjà une quarantaine de questions. On va essayer de compléter au fur et à mesure avec notamment avec les questions qui ont été posées aujourd'hui et qui ne seraient pas traitées dans cette FAQ. Voilà, et puis donc vous retrouvez, ça a été demandé de nombreuses fois dans les questions, vous retrouvez le replay du précédent webinaire. J'ai mis le lien plusieurs fois en fait en réponse aux questions, donc vous pouvez le retrouver dans les questions, mais sinon vous allez simplement vous tapez dans un moteur de recherche webinaire e-santé et vous allez retomber sur la page de notre site e-santé qui liste l'ensemble des webinaires et où vous pouvez accéder au replay et vous inscrire au prochain webinaire. Donc, pour rappel, donc le prochain webinaire, il aura lieu sur cette thématique de l'identification électronique qui va couvrir le volet de l'identification électronique des usagers. Il aura lieu le 9 mai prochain, donc c'est lundi, donc à la même heure, à 14 h. Et puis le replay de ce webinaire d'aujourd'hui, si vous nous avez pris en cours, vous pourrez le retrouver aussi dans les prochains jours au même endroit, à l'endroit que je vous ai indiqué, donc sur le site e-santé. Et donc vous avez le lien ici. Voilà. Il nous reste un petit peu de temps. Peut-être qu'il y a quelques questions on peut essayer de traiter en plus dans le chat avant de refermer ce webinaire. Là, je réponds à une question sur les GHT. Effectivement, le GHT n'est pas une personne morale en soi. C'est bien pour ça que dans le référentiel, on a précisé qu'on faisait une exception pour le cas des GHT. C'est pas une unique personne morale. Il y a plusieurs personnes morales qui forment le GHT, mais on n'impose pas des certificats IGC Santé pour les échanges entre les différents SI de chacune des structures. Donc du coup, les certificats, soit ils peuvent être demandés IGC Santé, mais au titre de chacune des structures, soit c'est une IGC interne partagée par le GHT, par exemple. Mais effectivement, le GHT n'est pas on est bien conscient, n'est pas une personne morale en soi. Donc, il ne pourra pas avoir un certificat propre à personne morale GHT. En ce moment-là, il faudra utiliser la personne morale d'un établissement. Et s'il y a un correspondant externe, il devra bien sûr se satisfaire de ça. Alors, je vois qu'il y a encore des questions sur la consultation du DMP, donc dans le cadre de l'identification électronique indirecte qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, pour le DMP, donc c'est un cas particulier. Le référentiel d'identification électronique, il est là pour donner des grandes règles qui sont valables pour l'ensemble des services numériques en santé. Après, bien sûr, c'est le service numérique en santé lui-même qui va décider s'il veut être plus restrictif que ces règles assez larges que l'on donne dans le référentiel d'identification électronique. Donc, dans le cadre du DMP,
J'en ai touché un mot tout à l'heure, mais il va y avoir un référentiel DMP qui va venir préciser en fait les modalités d'accès, notamment les accès en lecture au DMP. Donc tout ça, ça va, voilà, ça sera dans un référentiel qui va être publié prochainement et qui donnera les exigences précises pour le DMP. Il y a pas mal de questions, enfin, dans lesquelles on peut pas forcément répondre comme ça dans un chat. On récupérera toutes les questions. Effectivement, on essaiera de compléter la FAQ. Mais c'est pas toujours évident de répondre à une question posée en 2 lignes. Ouais, il y a des questions. Je vois, ProSanté Connect sera-t-il suffisant pour authentifier un PS à un service distant sensible d'ici janvier 2023? Donc, enfin, là, c'est pas le volet qu'on évoque aujourd'hui, hein, c'est le volet personne physique, mais voilà, pour répondre. Donc, je vous invite à consulter le replay du dernier webinaire qui précise bien les choses. Mais voilà, pour répondre directement à la question, oui, ProSanté Connect peut permettre voilà, d'authentifier un professionnel de santé à un service distant sensible. Et donc, voilà, il est à mettre en œuvre d'ici janvier 2023 pour les services numériques en santé. Voilà, mais il peut être voilà, mis en œuvre bien avant. Donc, ça fait partie des moyens d'identification électronique qui sont autorisés dès aujourd'hui et donc même au-delà de 2026 pour les professionnels de santé en tant que personne physique. Donc. Je vous propose qu'on s'arrête là pour tenir les délais de ce webinaire. Dans tous les cas, on récupérera vos questions et on y répondra dans un second temps pour alimenter la FAQ. Merci à tous pour votre participation, vos nombreuses questions. Merci à Vincent et Stéphane pour votre présentation. On se retrouve lundi pour le 3e épisode, pour le 3e webinaire autour de l'identification électronique. Bon après-midi et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, bon après-midi.